Voilà. Bien. Donc, voilà. On a un panel qui nous permet d'avoir un débat intéressant aujourd'hui avec David Fichet, qui ramasse les bouteilles, qui vient de chez Vicat. Vicat, qui est donc un cimentier, amateur d'énergie et qui travaille sur les sujets de la performance énergétique depuis longtemps. Édouard Roblot d'IDEX et Jean-Pierre Clérec de Energy Pool. Donc je vais peut-être les laisser déjà commencer par se présenter, expliquer un petit peu leur rôle dans leurs entreprises respectives et le lien avec le sujet de la performance. Édouard ? Merci. Alors IDEX, on est une entreprise qui fête ses 60 ans cette année. Voilà, on en est très heureux. Et on est présent sur toute la chaîne de valeur. Ça grésille pas mal. Oui, ça grésille pas mal. Sur toute la chaîne de valeur des énergies locales. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler, nous, sur les énergies de territoire, de la biomasse, de la chaleur, du solaire, de la géothermie éventuellement. C'est pas que je vois pas. Mais... Allô. Ah, ça... Non. 1, 2. C'est mieux de mon côté. Bon, on va se prendre tous. Et là ? Je recommence du coup, j'ai le privilège de parler 2 fois. Donc IDEX, nous, en fait, c'est 60 ans, nos 60 ans cette année. On est une ETI familiale, on est quand même 5500 collaborateurs désormais, donc une grosse ETI qui est présente sur toute la chaîne de valeur des énergies locales. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est qu'on va travailler vraiment sur les énergies de territoire, du réseau de chaleur, de la biomasse, de la géothermie, du solaire photovoltaïque essentiellement. Et donc moi je dirige la branche bâtiment bas carbone de cette entreprise. Notre mission, c'est de faciliter la transition énergétique des entreprises, essentiellement. C'est-à-dire de prendre en charge de A à Z des projets, en particulier solaire photovoltaïque, borne de recharge, qui sont encore aujourd'hui vécus comme des contraintes par nos clients. Voilà, on a lancé cette activité il y a 2 ans et demi et on a aujourd'hui environ 200 MW signés ou en développement, 200 millions d'euros signés ou en développement de projets qu'on développe chez des tiers, donc essentiellement à 95% des entreprises. Merci Edouard. Jean-Pierre, pour une petite présentation. Bonjour, donc Jean-Pierre Clérec, je suis directeur général adjoint chez Energy Pool. Donc Energy Pool fête ses 12 ans, donc un peu moins de 60. C'est une jeune entreprise qui a démarré comme agrégateur d'effacement. Donc c'est la préhistoire de la flexibilité. Et au fur et à mesure, Energy Pool a développé des services pour valoriser les flexibilités. Et quelque part, on a décidé d'orienter nos activités. Et j'ai pris une direction spécifique liée à ça pour... aider les entreprises à appréhender toutes les problématiques énergétiques, optimiser les approvisionnements et gérer tous les sujets de décarbonation en transformant les procédés pour s'adapter à ce nouvel environnement. Super, merci. David. Bonjour à tous. Donc moi, David Fichet, donc chez Vicat. Je m'occupe des projets de captage et de valorisation du CO2. Mais là, je suis plutôt là pour parler énergie, même si on reviendra un petit peu sur ces projets-là, puisque c'est un peu le futur de la performance énergétique. Donc Vicat, c'est un groupe qui est pas tout jeune, puisque du coup, le groupe a débuté son aventure en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat, dont le fils a créé l'entreprise en 1853. Donc aujourd'hui, Vicat, c'est toujours un groupe familial, ce qui est assez rare, puisque c'est un groupe familial, la 8e génération qui commence à rentrer au bord de l'entreprise. Et c'est un groupe qui est présent dans 12 pays et qui pèse 3 milliards d'euros, 10 000 collaborateurs. Et c'est un groupe aussi, on est heureux toujours d'intervenir dans la région lyonnaise, puisque c'est un groupe qui finalement a commencé son aventure ici. Il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié des constructions au niveau de Lyon qui ont utilisé des matériaux venant d'une grosse cimenterie qui est à côté, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc on parlera après des sujets performance. Très bien. Alors on va rentrer dans le sujet justement de la performance énergétique. Weston le constate dans nos interventions, c'est
le sujet de l'année. C'est-à-dire que tout le monde en parle, que ce soit pour rajouter des volets aux transformations en cours, que ce soit pour l'inclure sur des sujets de digitalisation, que ce soit d'ailleurs aussi chez les éditeurs de solutions de gestion de la production qui sont en train de faire évoluer leur MES, leur MOM pour inclure des dimensions de mesure de l'énergie. Tout le monde en parle, sujet qui finalement prend des formes, enfin de nombreuses formes. On peut peut-être commencer par essayer de le poser. Ce sujet, c'est de donner une définition à la performance énergétique. Et on va voir que probablement on va trouver des prismes assez différents et complémentaires. David, vous aviez la parole. Peut-être si on commence par l'industriel et l'utilisateur, vous définissez comment la performance énergétique aujourd'hui chez Vicat ? À différents niveaux, puisque performance, ça peut vouloir dire baisser finalement la quantité d'énergie totale consommée par unité de volume de production. Mais là, surtout en ce moment, et on l'a vu avec la crise du gaz et des composés fossiles, la performance, ça va être aussi aller chercher d'autres types de combustibles qui sont meilleurs pour l'environnement et qui permettent finalement de gagner en indépendance énergétique et d'avoir une stabilisation des prix. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas récent finalement, le remplacement des combustibles. Le cimentier, il consomme beaucoup d'énergie. Une cimenterie, c'est à peu près 20-30 MW d'électricité. Et en gaz, typiquement la plus grosse cimenterie de France qui est à côté, qui s'appelle Montalieu, on a une puissance de feu de 120 MW, puisque derrière le cimentier, il doit chauffer la roche avec un bon mélange jusqu'à 1450 degrés. Donc une flamme à 2000 degrés et on porte de la roche en fait en fusion. Donc forcément, ça consomme beaucoup d'énergie thermique. Donc effectivement, le groupe Vicat a commencé sa transition énergétique il y a déjà pas mal de temps, puisqu'il a baissé de 20% ses émissions de CO2 entre 90 et aujourd'hui. Et là, il doit les baisser de 20% jusqu'en 2030. Donc on voit aussi l'enjeu pour l'industriel d'adapter son procédé. Et en termes de combustible, là en France aujourd'hui, on est à 65% de substitution. C'est-à-dire que le cimentier de base, souvent, il brûlait du charbon et du coke, qui est un assimilé charbon, parce que c'est le combustible le moins cher et ça permet d'aller haut en température. Et petit à petit, donc, on oriente le procédé pour brûler de la biomasse renouvelable, des déchets, tout ce qu'on va appeler les CSR en France, et aussi tout ce qui va se trouver sur le territoire. C'est-à-dire que la cimenterie, elle a un fort ancrage territorial. Et Vicat œuvre à ça, c'est-à-dire que suivant la ville, suivant le pays, les combustibles ne vont pas être les mêmes. Et pour l'anecdote, on a une cimenterie qui est à Peille dans le sud de la France, et on va brûler des noyaux d'olive. Au Sénégal, on va brûler des coques de cacahuètes. Donc en fait, on va adapter, et ce n'est pas les mêmes PCI à chaque fois. Donc finalement, on adapte un petit peu le procédé par rapport au combustible qu'on trouve sur place. Ça, c'est la transformation. En termes d'optimisation énergétique, le procédé cimentier, vous l'avez vu, il a 150 ans. Donc il y a déjà eu plusieurs générations de renouvellement de matériel qui permettent d'améliorer l'efficacité. Donc finalement, aujourd'hui, le gros du sujet, il est plus dans effectivement atteindre des combustibles alternatifs neutres en carbone en termes de performance et penser à la génération d'après, on en parlera tout à l'heure, avec finalement la version 4, on va dire, des cimenteries, une cimenterie adaptée par rapport à ces émissions de CO2 pour le capter à moindre coût et également le vecteur hydrogène. Et juste un petit mot qui est important aussi en termes de performance. J'ai mangé ce que je voulais dire. On était sur la définition de la performance énergétique. Combustible alternatif. Ça me reviendra tout à l'heure. On y je vais passer le message. Dans le deuxième tour. Alors, l'industriel ayant posé un petit peu là, ces termes de forte consommation énergétique et finalement d'ADN sur l'optimisation de cette consommation, on va maintenant peut-être laisser la parole à deux acteurs qui, eux, proposent des solutions pour aller plus loin et qui peuvent nous donner leur définition de la performance énergétique. Et on va voir que ça a aussi un lien fort avec les questions de business model et de calcul économique, finalement. Jean-Pierre ? Alors, la performance énergétique, il faut aussi que ce soit une performance économique. Et on va nous, Energy Pool, s'appuyer là-dessus. Quelque part, historiquement, un industriel, ce qui comptait, historiquement, c'est dans un environnement où l'énergie était abondante et pas chère, c'était d'avoir le minimum de CAPEX et avoir un process extrêmement stable avec un TRS qui soit le plus élevé possible.
Et en fait, l'histoire du système électrique ou du système énergétique, c'est que maintenant, avec le développement du renouvelable, avec les pénuries qu'on voit arriver, avec les problématiques climatiques, on a un environnement énergétique qui est extrêmement fluctuant. Et ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, et on aide, nous, les industriels, à faire cette opération, c'est à désoptimiser au sens antique du terme leur système purement industriel, de façon à aller chercher de la valeur sur les systèmes énergétiques. Et donc, quelque part, on va nous faire le lien entre son process, la transformation de son process et son adaptation au système électrique, en faisant, par exemple, fluctuer la consommation en plus ou en moins, par exemple, en développant des moyens de stockage, par exemple, en développant des moyens d'hybridation. Donc c'est les solutions qu'on mène et qui nous conduisent en fait à rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet du process de l'industriel. On parlait tout à l'heure, par exemple, dans les fonderies, il y a des cubilots au coq, hein, ça ressemble un petit peu à vos cimenteries. Quelque part, il faut qu'on réfléchisse et qu'on regarde comment se fait le transfert de chaleur et comment est-ce qu'on peut adapter le process et trouver d'autres formes de transfert d'énergie pour avoir mon opération de fonte, de fonte du métal et en bénéficiant, entre guillemets, de la variabilité qu'on a du système électrique. Donc quelque part, c'est ça, c'est l'adaptation du process pour aller chercher économiquement la valeur que le système énergétique actuel nous révèle. Alors, vous avez prononcé un mot intéressant qui est celui de stockage. Peut-être quelques exemples, parce que moi j'ai quand même souvent entendu dire qu'on avait du mal à stocker l'électricité, l'énergie. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Alors, on stocke en fait, on arrive à stocker de façon virtuelle l'énergie. Un exemple très, très simple et sur lequel on travaille, c'est les systèmes par exemple d'électrolyse. Vous avez d'électrolyse dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la métallurgie. Donc sur certaines périodes, vous allez sous-consommer. Donc, et à certains moments, vous allez surconsommer. Vous allez quelque part déplacer un bloc d'énergie de la période où vous sous-consommez vers celle où vous surconsommez, soit à l'échelle je dirais de l'heure, ou jour-nuit, ou éventuellement week-end, semaine. Et c'est les sujets sur lesquels on travaille de façon à stocker une énergie. Et quand vous mettez quelque part du côté du système électrique, il y a exactement le même phénomène que si vous aviez en face de vous une batterie. D'accord. Donc on est plus sur de la gestion que sur de l'installation de batteries, par exemple. Oui. Alors, si on a des besoins de mise en place de batteries, on peut le faire. Ça, c'est de plus en plus courant également. Mais la gestion du stock, la gestion de la planification de la production, la gestion de l'optimisation des paramètres de fonctionnement génère des capacités de stockage de l'énergie sous forme électrique. D'accord. Et vous introduisiez le propos en parlant d'équilibre économique. Finalement, comment on s'y retrouve lorsqu'on déploie ces solutions ? La beauté de la chose, c'est que quelque part, en s'adaptant à la variabilité du système, en fait, vous rendez service au système électrique. Et il y a un certain nombre de marchés, et il y a de plus en plus de marchés de l'énergie. Il y a le marché de l'énergie proprement dit, il y a le marché de la flexibilité, service système, il y a le marché du CO2. Et en allant modifier votre process industriel, vous allez derrière être capable d'intervenir sur ces 3-4 différents marchés. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à optimiser l'ensemble du système avec les paramètres industriels et les paramètres économiques d'achat, de vente de services au système électrique. D'accord, donc on revend un service. Exactement. De lissage de la consommation. Exactement. Et cette revente, elle participe de l'équilibre global d'un marché où on va retrouver autour de la table des industriels, des centrales nucléaires, des centrales thermiques qui vont se dire là où c'est le plus intelligent de placer la source d'énergie, quelque part ça vaut quelque chose et on en fait bénéficier l'industriel. Ok, merci. Édouard, peut-être pour ce qui concerne IDEX, comment vous décrivez la performance énergétique et votre valeur ajoutée sur ce sujet ? Alors je ne sais pas s'il y a des industriels dans la salle, mais il y en a quelques-uns. Mais globalement, je les entends souvent dire quand on parle de performance énergétique, oui c'est très bien mais ça coûte cher. Et alors c'est vrai que globalement, il faut investir.
qu'il s'agisse des solutions déployées par mon voisin, qu'il s'agisse de ce qu'on va déployer quand on va aller faire un projet solaire ou mettre des bornes ou même mettre une petite batterie, ce qui commence à arriver effectivement, on va être sur des capex de 1, 2, 3 millions d'euros pour le parking moyen. 5, 10. Les temps de retour sont très longs, les marges sont faibles et en plus c'est hyper technique comme métier. Il y a quand même des gens comme nous qui sont tout à fait prêts à investir à la place de nos clients, heureusement. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment la première condition de la performance énergétique. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait d'investissement apporté par nos clients, tout simplement. Pas seulement pour des questions financières, mais aussi pour des questions de gestion de ces actifs. Parce que moi, je reçois vraiment un nombre assez fort d'appels de gens qui ont construit tout seuls des projets et qui me rappellent en disant « Ah, mais ça ne marche pas, est-ce que vous ne voulez pas venir le maintenir, s'il vous plaît ?» Et en général, je leur dis non, parce que quand on regarde en 3 secondes, ça a été mal construit, mal pensé ou mal entretenu. Et c'est l'enfer, et on sait qu'on va se prendre 5 ans d'enfer à redresser l'actif. Donc voilà, première performance énergétique, c'est 0 investissement pour des projets qui marchent. Important pour être performant. Et le deuxième, c'est qu'il faut en plus qu'on arrive à faire une réduction de coûts. Et de coûts énergétiques. Et dans le marché d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans. Moi, ça fait 6-7 ans que je fais du solaire. C'était plus dur à l'époque de réduire les coûts. Maintenant, ça devient plus facile. Et je voudrais prendre un exemple très concret, parce que dans le titre de la table ronde, il y a aussi des solutions concrètes. Nous, on équipe le groupe Safran aujourd'hui. Alors, on ne fait pas le site qui est à côté de Lyon, il n'est pas encore équipé, celui-là, mais de panneaux solaires pour leur parking. C'est tout bête, c'est des surfaces qui ne servaient à rien, honnêtement. On fait 9 sites. Sur ces 9 sites, en moyenne, on va représenter 15% de leur énergie. C'est pas 100, mais ça reste des gros industriels, consommateurs. On va faire 15% qui sont pourtant... c'est pas des parkings de supermarché, ça reste des petits parkings industriels. Donc 15%, c'est pas rien du tout. Et on va être, alors ça n'a pas été communiqué, donc je peux pas parler à leur place, mais on va être entre 10 et 20% en dessous de leur prix de l'électricité tel que tiré sur le réseau, avec des prix, nous, garantis sur une durée de 15 à 25 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça la proposition de valeur qu'on porte auprès des industriels ou des supermarchés. C'est de dire, en fait, vous pouvez ne pas investir et baisser votre coût tout en ayant, alors pour une partie de l'électricité, parce qu'il n'y a pas de soleil la nuit, mais tout en ayant pour une partie de votre énergie une baisse de facture. Et en plus, on se sert de plus en plus de ces actifs comme hub énergétique, comme levier pour engager d'autres actions de transition énergétique pour ces industriels. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu le tableau de ce qui se passe chez vous en ce moment sur les projets. Les leviers pour aller plus loin, les prochains sujets, l'avenir de la conso énergétique, ça va être quoi ? J'ai le micro, je le garde. Je le passerai après à mon voisin parce que je pense qu'il y a un énorme sujet de pilotage d'énergie qui n'est pas du tout adressé à l'échelle. Dans le mix français, notamment, nous, on fait beaucoup de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et sans aller jusqu'au véhicule to-grid, qui est une vue, une projection, si déjà on peut effacer de la demande des véhicules électriques, là, moi je reviens d'un site industriel où on a environ 400 places équipées de bornes de recharge, ou prééquipées. Quand vous avez 400 fois 7 kW, ça fait quand même 3 mégas d'appel. Si vous l'effacez, là je me tourne vers Energipool, ça a carrément une valeur pour le système électrique. Après, pour ce qui est de la production d'énergie et des solutions locales qu'il y a, qui est vraiment notre cœur de métier, moi en termes d'avenir, je veux juste dire qu'on est en train de changer d'échelle. Mais on est en train de changer d'échelle big time. Je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, mais là, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, l'accélération des énergies renouvelables. On est obligé de couvrir tous les parkings extérieurs de panneaux solaires. En gros, pour faire vite. Ça, c'est 20 gigawatts de potentiel économique si je vous enlève les petits parkings, ceux où il y a des arbres, ceux qui sont souterrains aussi, où on ne mettra pas de panneaux solaires. Mais ça reste 20 gigawatts de potentiel de solaire qu'on peut déployer sans investissement, mais surtout, enfin, à la limite, sans... Ça, il y a des banques, il y a un métier, mais surtout avec une baisse de facture pour le client qui est derrière. Bon, 20 gigawatts en puissance, ça fait 6 à 12 EPR. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas la nuit, le solaire. Mais comme les gens ils vivent aussi la journée, ça matche quand même assez bien en moyenne à l'échelle du mix électrique français. Donc et aujourd'hui, il y a 1 gigawatt en gros d'ombrière installé en France. Donc on est en train de faire x20 en 5 ans. Donc on passe à l'échelle, l'avenir, je sais pas... Sans être très révolutionnaire, il y a sûrement plein de nouvelles technos. Technologie démontrée, rentable. Mais déjà, il faut passer à l'échelle. Et moi, je recrute, je double la taille d'équipe tous les 6 mois et on recrute à tour de bras et on court derrière la demande. Mais c'est des bons problèmes. Je suis content de les avoir à ce stade de ma carrière. Alors Jean-Pierre, les sujets d'avenir pour vous,
Moi, déjà, c'est travailler avec IDEX, parce qu'apparemment, on a des... Vous êtes complémentaires. On est totalement on l'a pas souligné, complémentaires. mais Donc des business models qui sont complémentaires et qui, l'un, mise sur... Exactement. Sur donc, on va prendre rendez-vous. Alors, le futur, je pense que pour nous, ça va être... C'est le mot d'hybridation qui va compter. Il faut qu'on hybride les process. C'est clair, il faut qu'on hybride les énergies, qu'on arrive à jouer avec l'ensemble des énergies. Et elles vont s'accumuler, hein, l'électricité, on a commencé par ça, le gaz, le CO2, qui est une autre forme d'énergie pour nous, l'eau, dans certains pays, qui est une forme d'énergie, l'hydrogène, qui est plus un vecteur qu'autre chose, mais qui est un sujet aussi sur lequel on travaille. Et sans doute, deux éléments. Ce qu'il faut hybrider aussi, c'est l'état d'esprit des industriels et quelque part s'adapter à cet environnement qui change. Ça demande un changement de paradigme qui est extrêmement important et il y a un enjeu majeur dans ce domaine-là. Et je pense que la solution, elle viendra de la digitalisation de l'ensemble de cet environnement, dans la façon dont on le conçoit, dans la façon dont on le pilote et dont on le pilote de façon opérationnelle, pour et l'optimiser et l'opérer. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, d'avoir en tête que le pilotage d'un actif industriel, ça se fera au contact des marchés. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, si on regarde les supply chains des industriels, il y avait les demandes des clients, les ressources, matières premières, etc., les machines, les RH, les ressources humaines. Et maintenant, il faut connecter à ce système-là le système énergétique au sens large du terme. Et c'est vraiment un axe de transformation absolument majeur qui va exploser. Alors, comme IDEX, on a doublé nos effectifs, nous, en 12 mois. Voilà, donc on se prépare du pilotage fin pour faire un petit peu mieux finalement que les grandes décisions de produire le week-end plutôt que la semaine ou la nuit plutôt que le jour qui sont déjà accessibles. Absolument, et aussi au stade de la conception des greenfields. Hein, donc c'est pas uniquement dans les usines anciennes qu'il faut traiter le problème, mais c'est en avance de phase. Et c'est encore très compliqué parce que quand on démarre une nouvelle usine, on parle beaucoup de gigafactory, on cherche à minimiser le capex, c'est probablement une connerie. Hein, donc il faut bien réfléchir à la prospective, quels seront les marchés de l'énergie sur lesquels on va se positionner et comment stratégiquement on conçoit une usine du futur pour qu'elle soit flexible à l'avenir. Il y a une dimension culturelle, presque génétique chez l'ingénieur français qu'il va falloir pousser dans ses limites sur ses réflexes installés sur l'optimisation du TRS et du CAPEX. Voilà, exactement. Et bon, je pense qu'il y a quand même des ressources disponibles pour aider les industriels à changer de mindset là-dessus. Okay. David, si on boucle les exemples peut-être sur les sujets de demain, et je sais que chez Vicat, il y a beaucoup de sujets qui permettent d'illustrer de quoi ça va être fait finalement, cette question de la consommation énergétique. Oui, tout à fait. Je voudrais parler un peu maintenant d'innovation, parce que c'est vrai que le groupe Vicat investit énormément dans l'innovation, depuis toujours et de plus en plus, puisque la décarbonation passera par l'innovation. On a plusieurs projets en cours, et je vais citer les projets parce que finalement la finalité du projet donne bien la direction dans laquelle on va en termes de performance énergétique. Ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est finalement l'innovation dans les produits. C'est-à-dire que si on développe, et Vicat est un développeur de solutions de construction, si on développe des matériaux qui utilisent moins de clinker, qui est le matériau qui est fabriqué dans les cimenteries, in fine, on a des produits qui sont moins dépendants de l'énergie. Donc là, on a le projet qui s'appelle Argilor, qui est sur une cimenterie à côté de Nancy, et on va faire de l'argile activée, c'est-à-dire un matériau qui va avoir des propriétés similaires au clinker, pas aussi bonne, mais ça permet quand même d'en mettre une bonne partie à la place du clinker. Et donc en faisant ça, à la fois on a une empreinte carbone plus faible du matériau de construction, et à la fois on économise de l'énergie, puisque cette roche a besoin uniquement d'être chauffée à 850 degrés. On a un autre projet qui s'appelle Cimentalg, qui est plutôt là un pilote, alors que l'autre Argilor, c'est plutôt une unité industrielle. Cimentalg, c'est à Montalieu, c'est la valorisation de la chaleur fatale et du CO2 pour faire de l'élevage d'algues. Donc c'est assez innovant. Donc l'objectif étant, à la surface au sol minimum, de maximiser la récupération d'énergie et de CO2, qui est un aliment, entre guillemets, des algues. Autre projet, je vous parlais tout à l'heure des générations de fours
Donc typiquement, on a un projet qui est en cours qui va démarrer en 2025, qui s'appelle CI4C, Catch for the Climate, qui est en Allemagne avec 3 autres partenaires cimentiers allemands. L'avantage du cimentier, c'est qu'on est très peu en concurrence, parce qu'en fait, comme c'est des marchés territoriaux, la concurrence, elle est territoriale, mais on n'est pas du tout en concurrence avec une cimenterie qui va être en Normandie ou qui va être en Allemagne. Donc ça permet de travailler ensemble, et comme ces innovations derrière, alors du coup, je vais contredire un peu mon collègue, mon ami Nico se contredirait un peu, c'est des CAPEX qui sont énormes, et il faut, du coup, mutualiser les CAPEX et pour innover. CI4C, du coup, c'est des fours full oxycombustion, c'est-à-dire qu'on ne va plus mettre d'air, on va mettre de l'oxygène pur. Et donc forcément, quand on chauffe pas l'azote qu'il y a dans l'air, ça fait des économies d'énergie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça permet surtout, à la fin, les fumées, d'avoir de l'eau et du CO2 au traitement de gaz près. Mais donc, en condensant l'eau, on récupère du CO2, du coup, beaucoup plus facilement que sur des cimentiers classiques. Et ça, du coup, ça va faire la transition avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, pour le cimentier, la vraie performance énergétique, c'est dans le développement de solutions de décarbonation massive, c'est-à-dire de trouver des moyens de capter le CO2 à moindre coût et de trouver quoi faire avec ce CO2 à moindre coût. Donc Vicat, on a plusieurs projets à taille industrielle, dont un qui est très important, parce que ça a été un des premiers projets européens annoncés de décarbonation massive par ce qu'on appelle le CCU, donc Carbon Capture and Usage, qui s'appelle Innovi, donc qui se trouve sur la cimenterie de Montalieu, que l'on mène avec Inamix, qui est présent sur la stand, c'est la filiale hydrogène d'EDF. Donc Innovi, c'est 200 MW d'électrolyseurs hydrogène. Donc là, on commence à être sur justement des puissances pas petites. Bon, on est à côté de la centrale du budget, ça aide, et à côté de l'ancien projet Superphénix, pour ceux qui connaissent. Derrière Innovi, ça va permettre de transformer le CO2 en méthanol. Et le méthanol, c'est à la fois un produit chimique, mais aussi c'est une des solutions les plus faciles à mettre en place pour la décarbonation du secteur maritime, pour remplacer le fuel maritime. Donc là, c'est un petit peu aussi la performance énergétique sur ces projets-là, elle est clé, et aujourd'hui, elle n'y est pas. C'est-à-dire que pour faire du méthanol à partir de CO2, alors déjà, il faut capter le CO2. Donc le captage du CO2, ça peut aller de 35-40 euros la tonne à 10 euros la tonne, suivant la technologie qu'on met en œuvre. Donc on passe du simple au x4. Ça, c'est un ordre de grandeur. Le deuxième ordre de grandeur, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène, aujourd'hui, ça coûte cher à produire, parce que ça se passe par électrolyse. En ordre de grandeur, pour décarboner avec de l'hydrogène pour faire du CCU, c'est 1000 tonnes par an de CO2. En gros, il faut 1 MW. 1 MW installé d'électrolyse va permettre de générer l'hydrogène pour 1000 tonnes par an de CO2. Derrière ça, à la fin, quand on fait le calcul, pour décarboner du coup 1 tonne de CO2, ça fait 500 euros la tonne. Donc là, on voit et ça, pourtant, c'est des modèles qui vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Pour décarboner des secteurs maritimes et aériens, notamment, parce qu'on peut faire des carburants de synthèse type kérosène aussi à partir de CO2, c'est de l'hydrogène de manière massive, disponible en cimenterie, prenant en compte toute la flexibilité et tout le développement qu'on doit mettre en place pour justement absorber les pics de tension de réseau qui à la fois font de l'hydrogène cher, mais surtout aussi posent des problèmes de disponibilité, parce qu'on a l'air beau si on décarbone les cimenteries, mais qu'on coupe le jus sur la ville de Lyon. Donc il y a toute effectivement une intégration de la flexibilité. Et pour finir, après, c'est comment, parce que l'objet de la table ronde, c'est quels sont les leviers finalement. Donc là, encore une fois, c'est l'innovation. Donc l'innovation dans l'hydrogène, c'est développer des électrolyseurs avec moins de métaux nobles, qui sont quand même une partie du coût des électrolyseurs. Donc c'est faire les électrolyseurs les moins chers possibles. Bien sûr, c'est aussi avoir des solutions pour avoir de l'électricité la moins chère possible, et c'est avoir des solutions finalement pour anticiper et jouer sur la flexibilité du réseau et du prix du marché pour justement arriver à produire les coûts les plus faibles. Et juste pour finir sur un dernier élément d'innovation, donc Vicat, on est partenaire à la fois industriel et financier donc de l'entreprise Genvia, qui est une spin-off du CEA, qui est la production d'électrolyseurs de dernière génération qu'on appelle SOEC, c'est-à-dire qu'on va électrolyser de la vapeur d'eau. Donc ça, l'avantage pour le cimentier, c'est que comme il a de la chaleur fatale, il peut produire de la vapeur d'eau, et donc avec cette vapeur d'eau dans ses électrolyseurs Genvia, on va consommer moins d'électricité. Et donc, on va être le premier démonstrateur Genvia en 2025 autour de Grenoble, pour dire qu'on est ancré dans le territoire, et on espère du coup au plus vite pouvoir industrialiser ces solutions.
De beaux exemples, merci David. Il doit nous rester encore 2 ou 3 minutes si vous avez des questions. Parole à la salle, une fois, 2 fois. On a été complet. Bon, voilà, merci messieurs de cette présentation. On a vu qu'il y avait effectivement plein de nos sujets d'innovation, de l'investissement industriel, du pilotage fin et de l'outillage pour le faire, et des moyens effectivement de générer l'électricité sur site avec des modèles économiques qui sont intéressants. Donc ça semble être un tableau effectivement riche et plein de possibilités, mais il va falloir du financement, de l'effort, du recrutement, on l'a dit, et finalement, je crois qu'on est tous au même stade sur ce sujet-là du recrutement. Ouais, j'ai encore un petit peu... Juste Oui, pour le financement, volontiers. c'est important parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même le financement. C'est-à-dire que toutes ces technologies, elles coûtent très cher. Donc on entend, il y a beaucoup de projets européens qui sortent. C'est vrai qu'il y a une dynamique avec Fit for 55, avec le plan Repower de l'Union européenne. Il y a beaucoup de projets, d'appels à projets qui sont sortis par l'ADEME. Seulement aujourd'hui, déjà, il y en a beaucoup. Et finalement, il y a besoin d'aller beaucoup plus vite. Typiquement pour le projet Innovi, nous on a déposé le projet en juin 2020 dans le cadre de l'IPCEI au niveau européen. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas le financement. Donc en attendant, donc ça va qu'on est motivé, on y croit et on continue. Mais en attendant, c'est du risque et tous les industriels ne prennent pas cette part de risque. Et donc il faut aller plus vite. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps d'attendre 3 ans pour avoir des financements. Les dossiers, on va aux États-Unis, avec 6 pages, on est capable d'avoir des financements 100% sur les études. Aujourd'hui, en France, il faut faire 60 pages. Donc il y a un vrai souci. Simplifions les procédures pour les appels à projets. Allons plus vite dans les financements. Que l'État finance aussi davantage d'innovation. C'est-à-dire qu'en général, on est sponsorisé 50% sur un démonstrateur. Donc c'est bien, hein, mais 50% de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, ça fait quand même de l'argent avec un risque. Et aujourd'hui, est-ce que les industriels sont prêts à prendre ces risques? C'est pas sûr. Et donc il y a besoin d'incuber à la fois la R&D et à la fois ces passages de TRL 5 à 7. Les limites du modèle CIR vis-à-vis de ce que font les Américains ou les Asiatiques qui, eux, n'hésitent pas à financer des installations de production. Tout à fait. Études et démonstrateurs, beaucoup plus. Je vais peut-être une petite nuance. Tout le monde n'a pas une grosse usine comme une cimenterie, et il peut y avoir des petites solutions qui coûtent moins cher que des dizaines de millions et qui sont, elles, très faciles à financer parce qu'il y a plein d'investisseurs qui cherchent des bonnes places, et souvent il y a beaucoup de potentiel assez facilement accessible. Donc le sujet est exact, hein, mais c'est pas une généralité, quoi. Oui, il y a des nuances. Edouard, un dernier mot? J'allais prendre le micro pour faire la même remarque. Hein. Nous, on a plutôt des gens qui se battent pour investir dans nos projets que le contraire. Donc, je pense que ça dépend vraiment. Il y a des usages très spécifiques. C'est sûr, là, si vous avez une cimenterie, une fonderie dans la salle, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir vous aider facilement. Mais nous, on bosse beaucoup, par exemple, pour le secteur agroalimentaire. On a une équipe entière chez IDEX qui est dédiée à aller monter leur dossier de subvention, de financement. Et à côté, on boucle avec des fonds d'investissement. Et honnêtement, en moyenne, les clients, ils décaissent 0. Quoi. Enfin, Alors après, évidemment, ça a un coût. Hein. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas gratuit, tout ça. Et on se fait même payer, nous, pour notre travail. Mais globalement, pour le client, c'est rentable et ça a 0 coût d'investissement. Alors oui, c'est complexe. Oui, il y a plein de guichets. Plein de guichets. Il y a une vraie ingénierie derrière administrative. On a environ 30 personnes chez IDEX qui font que de la recherche de subventions. À l'échelle d'un groupe de 5000 personnes, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Mais on y arrive bien, c'est la bonne nouvelle, on s'en sort. Quoi, donc voilà, à part pour les grandes cimenteries, on peut faire pas mal de choses dans l'industrie. Conclusion optimiste finalement. Merci à tous les trois et bonne visite sur le salon.